connu sous le nom de Fibonacci. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la page 406, il fait référence à un texte ancien appelé Modum, Algèbre et Al-Mukabal. Et à côté dans la marge est écrit le nom Mahomet, qui est en fait la version latinisée du prénom arabe Mohamed. Et la personne à qui il fait allusion n'est autre que Mohamed ibn Moussa al-Khwarizmi. Multiplié 123 par 11. Vous serez peut-être capable de le faire de tête et de me donner le résultat qui est 1353. Mais essayez maintenant de me faire la même opération avec ces chiffres romains. Vous devrez alors multiplier C, X, X, I, I, I par XI. C'est faisable, mais compliqué. Voici la numération indo-arabe. Et voici la numération utilisée en Occident. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On voit bien qu'il existe une certaine similitude graphique entre ces nombres, et en particulier avec le 2 et le 3 indo-arabe. Si je tourne la feuille comme ceci, on voit bien qu'il ressemble au 2 et au 3 que nous connaissons. Ce qui est révolutionnaire avec ce système numérique, c'est la façon dont il va permettre de simplifier les calculs arithmétiques. Mais al-Khwarizmi et ses confrères ne vont pas seulement se contenter de transposer le système numérique indien en arabe. Ils vont aussi inventer la virgule décimale. Ce texte, écrit un siècle après celui de al-Khwarizmi, est l'œuvre d'un homme connu sous le nom de al-Uqlidisi. Dans cet ouvrage, il explique comment ce même système décimal peut être développé pour représenter non seulement des nombres entiers, mais aussi des fractions, c'est-à-dire le nombre infini de possibilités qui existent entre chaque nombre entier. Cette copie du manuscrit de al-Uqlidisi montre comment il utilise pour la première fois la virgule décimale. Elle est symbolisée par un tiret. On lit ici les chiffres 1, 7, 9, 6, 8, et on voit un petit tiret au-dessus du 9 qui indique la séparation décimale. Le concept de virgule décimale nous est aujourd'hui si familier qu'il est difficile d'imaginer comment nos ancêtres ont pu s'en passer. Comme toutes les grandes découvertes scientifiques, elle nous semble évidente a posteriori. Al-Mamoun était tellement obsédé par cette quête qu'il avait envoyé des émissaires dans le monde entier simplement pour mettre la main sur les ouvrages qui lui manquaient et les faire traduire. Tous ceux qui lui ramenaient un nouveau livre pour enrichir sa bibliothèque recevaient leur point en or. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ce mouvement qui a duré de 750 à 950, il suffit de se référer aux travaux d'un certain Al-Nadim qui avait répertorié toute l'intelligentsia de l'ère abbasside. Et il avait dénombré pas moins de 70 traducteurs. Le calife disposait donc de toute une cohorte de traducteurs, sans compter qu'Al-Nadim n'avait répertorié que les plus connus. Il pouvait gagner jusqu'à 500 dinars d'or par mois, soit environ 18 000 €, ce qui est une somme d'argent considérable pour un tel travail. Donc c'était vraiment une profession très prestigieuse, extrêmement bien payée et privilégiée. C'est un éminent spécialiste de la médecine islamique. Et il passe le plus clair de son temps à faire des recherches au Moyen-Orient. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la médecine islamique fait partie de l'histoire de notre médecine moderne. La médecine universitaire, qui était enseignée chez nous jusqu'au XIXe siècle, était très largement basée sur le travail des médecins de l'Empire islamique. Dans une librairie de monastir, en Tunisie, j'ai trouvé un exemplaire d'un livre très connu que l'on peut se procurer encore aujourd'hui sans aucune difficulté dans tout le monde musulman. Ce livre s'appelle « La médecine du prophète ». C'est un livre très ancien puisque son auteur est né entre 691 et 751 du calendrier musulman, ce qui correspond pour nous au XIVe siècle. Voici un passage très intéressant sur la peste. Ce qui veut dire, si vous arrivez dans un pays touché par la peste, ne pénétrez pas dans ce pays. Et si c'est votre pays qui est touché par la peste, alors n'essayez pas de quitter vos maisons pour lui échapper. Ce sont des conseils pleins de bon sens. Et la masse.
C'est devenu un musée, mais il a été le plus grand hôpital de l'Empire islamique. Il a été construit aux alentours de 1150-1154. La charité envers autrui constitue l'un des piliers fondamentaux de l'islam. C'est la zakat. Exactement. C'est l'obligation de faire l'aumône et de venir en aide aux pauvres, et donc les souverains ou ceux qui avaient beaucoup d'argent pouvaient Être très généreux. très charitables et faire construire un magnifique hôpital comme celui-ci. À l'intérieur de ces hôpitaux, les musulmans faisaient preuve d'une grande tolérance religieuse, ce qui peut sembler normal dans notre société laïque actuelle, mais qui ne l'était pas forcément à l'époque. L'hôpital était ouvert à toutes les communautés, donc on y trouvait des musulmans bien sûr, mais aussi des juifs et des chrétiens, ou même des gens d'autres confessions, aussi bien parmi les patients que les praticiens. Un chrétien pouvait étudier avec un musulman pouvait désigner un juif comme son meilleur étudiant. La médecine qui se pratiquait ici était au-dessus de la religion. Il y avait combien de médecins? Ça dépend des hôpitaux, mais celui-ci, il devait y avoir entre 24 et 28 médecins. Ils faisaient leurs visites et leurs prescriptions le matin. Les choses n'ont pas changé depuis. Grâce au mouvement de traduction, Il y a ici une magnifique illustration. Ce serait la première illustration anatomique de l'histoire de la médecine. Comme vous le voyez ici, on peut lire Adala, ce qui veut dire muscle. Les différents muscles qui font bouger les paupières. à cette époque, on savait que des muscles contrôlaient Tout à fait. le cristallin. Et aussi les mouvements des paupières. Il y a aussi d'autres choses très intéressantes. Il y a des instruments d'ophtalmologie comme par exemple ce petit crochet, utilisé pour soulever la paupière. C'était très utile aux médecins. Bien, Sur un sujet vivant, la cornée serait plus claire et on verrait distinctement une masse opaque derrière la pupille. pour mieux comprendre en quoi consistait cette opération, j'ai demandé au chirurgien ophtalmologique Vic Sharma de m'apporter quelques explications. La cataracte est une maladie du cristallin de l'œil qui se trouve derrière la pupille. Avec l'âge, le cristallin devient de plus en plus opaque. Et c'est cette opacification du cristallin qu'on appelle cataracte. J'ai amené avec moi une reproduction du couteau qu'on utilisait autrefois pour pratiquer cette opération, ainsi qu'un ouvrage écrit par Al-Boucassis. C'était un grand chirurgien arabe du Xe siècle, plus connu sous le nom d'Al-Zawahiri. Il faut prendre l'aiguille à cataracte dans la main droite pour opérer l'œil gauche et vice-versa. Puis enfoncer fermement l'aiguille avec un mouvement rotatif jusqu'à ce qu'elle pénètre dans le blanc de l'œil et qu'on ait l'impression d'avoir atteint une sorte de cavité. Il explique comment déplacer. Exactement. Montrez-nous ce que ça donne en pratique. On va essayer. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils enfonçaient l'aiguille dans le blanc de l'œil par le côté à la périphérie de la cornée. Et ensuite, on faisait un mouvement de bascule pour faire céder les ligaments du cristallin et ainsi le faire sortir de la pupille pour permettre à la lumière d'entrer de nouveau dans la pupille et améliorer la vision du patient. Après, il y a un problème de mise au point. Forcément, puisqu'il n'y a plus de cristallin. C'est le gros inconvénient de cette technique. Plus tard, les gens ont compensé ça avec des lunettes. Que pensez-vous de l'efficacité et de la modernité de cette méthode? Ils avaient pris la bonne direction. Ils étaient sur la bonne voie puisqu'ils avaient eu l'idée de retirer le cristallin cataracté de l'axe visuel. Ils avaient compris l'anatomie de l'œil et ils avaient compris que le cristallin se trouvait derrière la pupille, que son opacification était à l'origine de la perte de la vision et que donc il fallait le retirer. D'ailleurs, la technique sert toujours. Cette méthode est encore utilisée aujourd'hui dans certaines parties du monde. En Occident, sous le nom d'Avicenne. Ce scientifique pluridisciplinaire faisait partie du cercle intellectuel et mondain de la cour. En 1025, il écrit une encyclopédie intitulée Al-Qanun fil Tibb, le canon de la médecine. Dans cet ouvrage, Avicenne reprend et développe toutes les connaissances de ses prédécesseurs, de la Grèce antique, en passant par l'Inde. D'un point de vue historique, quelle est la place de ce livre? C'est un ouvrage capital.
Peu de textes ont eu une telle importance historique. C'est une encyclopédie qui va venir balayer tout le reste pour rapidement devenir un ouvrage de référence qui va supplanter bon nombre d'autres textes. Si bien que certains vont même s'en plaindre en disant « il est tellement bien organisé et tellement accessible que plus personne ne lit les textes grecs ou leurs traductions. » Voici partie des constructions de pierre les plus vieilles du monde. Mon guide est l'archéologue Okasha Eldali. Et ce qu'il est sur le point de me révéler restera bel et bien la plus étonnante découverte de mon périple. Comme la plupart des gens, j'étais persuadé que les hiéroglyphes égyptiens étaient restés un mystère jusqu'au XIXe siècle. Jusqu'à la découverte de la fameuse pierre de Rosette. Un fragment de stèle portant une inscription écrite à la fois en hiéroglyphe et en grec. Une pièce clé qui allait enfin permettre aux savants britanniques et français de déchiffrer les écrits de l'ancienne Égypte. Du moins, c'est ce que dit l'histoire officielle. Mais le docteur Eldali a fait une découverte qui vient totalement contredire cette version des faits. Il a en effet récemment exhumé des travaux d'une valeur inestimable du savant musulman Ibn Washiya. Ce dernier semblait avoir établi une correspondance entre les hiéroglyphes et les lettres de l'alphabet arabe. Si on regarde par exemple ce manuscrit, on voit qu'il indique les hiéroglyphes égyptiens avec leur valeur phonétique. Et les lettres arabes correspondantes en dessous. Ils donnent leur valeur phonétique en arabe en dessous. Regardez ce hiéroglyphe en forme de siège correspondant au sin. Maintenant, regardez là. C'est un S. En égyptien hiéroglyphe, on utilise ce siège pour le son S, ce qui correspond au signe que l'on voit ici. Ceci correspond au nom du dieu Osiris. Osiris. Avec un S. C'est le signe. Ça, c'est la lettre H. On la retrouve ici. C'est le Ha arabe. La vague, elle, correspond à la lettre N, au Nun arabe. Ici, on a le T, et là, le F. Ils représentent tous une lettre? Oui, c'est ça. Comment Ibn Washiya est-il parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes? Les premiers savants arabes avaient déjà réussi à faire le lien entre l'égyptien ancien, c'est-à-dire l'égyptien hiéroglyphe, et leur propre langue, le copte. Ils avaient compris que la langue copte n'était ni plus ni moins que l'héritière moderne de l'égyptien ancien. Et s'ils avaient pu faire cette découverte, c'est justement parce que le mouvement de traduction leur avait permis d'avoir accès aux manuscrits coptes. C'est grâce à ces textes que les savants ont pu établir le lien direct qui existait entre l'égyptien hiéroglyphique et l'arabe. Quelle proportion de l'alphabet hiéroglyphique avait-il identifié? Environ 14 lettres, la moitié de l'alphabet hiéroglyphe égyptien. Ce qui est incroyable pour des savants du 9e ou du 10e siècle. Dans la Bagdad du 9e siècle, l'élite de la ville, c'est-à-dire le calife, ses courtisans, les généraux et l'aristocratie organisaient des réunions. C'étaient des sortes d'assemblées durant lesquelles toute l'élite intellectuelle de la cité, les philosophes, les logiciens, les astronomes et les théologiens se réunissaient pour débattre et échanger leurs idées. Pour y participer, les gens n'avaient pas besoin d'adhérer à certaines idées ou d'appartenir à une religion particulière. Ils étaient libres de donner leur vision des choses et d'exprimer leur point de vue. L'obligation, c'était de s'exprimer dans un arabe parfait et d'avoir un bon raisonnement logique. Ces majlis réunissaient en un seul et même lieu les intellectuels et les plus grosses fortunes de la ville. Les érudits les plus brillants de l'Empire venaient pour échanger leurs idées et se livraient une bataille acharnée pour tenter de trouver des mécènes. Étant moi-même physicien, j'ai passé ma vie à faire de l'algèbre. Et je ne peux que reconnaître son importance dans tous les domaines scientifiques. Même si c'est une notion qui peut sembler étrange. Je me souviens de ma perplexité la première fois que mon professeur a essayé de me faire faire des mathématiques en remplaçant les nombres par des symboles tels que X ou Y. C'est un concept extrêmement libérateur puisqu'il permet de pouvoir résoudre des problèmes sans avoir à s'empêtrer dans de fastidieux calculs numériques. Nous sommes en présence d'un manuscrit d'une valeur inestimable intitulé Kitab al-Awarizmi, le livre d'Al-Awarizmi.
Le professeur Ian Stewart a passé presque toute sa vie à étudier l'algèbre. Ensemble, nous consultons une ancienne copie du livre où Al-Khwarizmi évoque pour la première fois la notion d'algèbre. Dans la marge, il indique bien le titre du livre. Al-Jibre ou Al-Mukabala. C'est la première fois que le mot algèbre est mentionné. Algèbre. C'est de là que vient le mot algèbre. Dès la première lecture, j'ai tout de suite noté qu'il disait « J'ai découvert que les gens ont besoin de 3 types de nombres. Les racines carrées, les carrés et les nombres. » Qu'est-ce qu'il introduit? Il parle d'équations du second degré à une inconnue avec x et x au carré. C'est bien de l'algèbre. Il pose les bases d'une méthode pour résoudre des équations de façon algébrique. Pourtant, on connaissait déjà les équations quadratiques. On savait déjà résoudre ces équations à l'époque des Babyloniens, bien avant Al-Khwarizmi. Qu'y a-t-il de vraiment nouveau là-dedans? La façon dont Al-Khwarizmi envisage les choses. Pour lui, la racine carrée et le carré sont des objets à part entière. Il ne les considère pas uniquement comme des nombres qu'il faut essayer de déterminer, mais comme des procédés qu'il faut appliquer. La théorie d'Al-Khwarizmi, c'est que pour obtenir le carré d'un nombre, il faut multiplier ce nombre par lui-même. Et ce principe est vrai, quel que soit le nombre. Si c'est 5, 5 fois 5 égale 25. Si c'est 3, on fait 3 fois 3. Autrement dit, il donne une formule que l'on appelle aujourd'hui algorithme grâce à lui. Oui, le mot algorithme nous vient d'Al-Khwarizmi. C'est encore un autre mot qui nous vient de lui. Il parle justement de cette formule à la page suivante. On multiplie la racine carrée d'un nombre, on divise le résultat par 2 et on le multiplie par lui-même. Ensuite, on l'ajoute à l'autre nombre et on extrait sa racine carrée. C'est un algorithme? Oui. Et c'est là toute la nouveauté. Ceux qui s'étaient penchés sur le sujet avant lui auraient plutôt dit quelque chose du genre « Prenez la moitié de 10, donc 5, mettez 5 au carré, ça donne 25. » Ou avec un autre exemple, prenez la moitié de 12, qui est 6, mettez 6 au carré, ce qui fait 36. Ils auraient continué comme ça, ainsi de suite, avec des nombres différents. Et il aurait fallu déduire soi-même la formule à chaque nouvel exemple. C'est pas ce qu'il fait. Exact. Lui dit, prenez la moitié de la racine carrée, divisez-la par 2, quelle que soit la racine. La moitié de la racine carrée devient un objet. Si la racine carrée est un objet, la demi-racine carrée l'est aussi. Pas besoin de savoir à quel nombre ça correspond. Tout à fait. Vous savez que vous devez la mettre au carré. Ça suffit, peu importe le nombre que vous devez mettre au carré. On élimine de façon temporaire le lien qui peut exister avec des nombres spécifiques et on manipule ces nouveaux objets en tant que tels, selon les règles qu'il établit dans son livre. Ce n'est qu'ensuite que les nombres représentés par ces objets dans le problème que vous avez posé apparaîtront comme par miracle à la fin et que vous obtiendrez par exemple comme résultat x égale 3. Dans quelle mesure la réflexion d'Al-Khwarizmi a vraiment été révolutionnaire? Il a rendu possible l'existence de l'algèbre en tant qu'objet, et non pas comme une simple méthode qui permet de trouver des nombres. Le moins intéressant dans un calcul algébrique, c'est quand à la fin on découvre que x égale 3. C'est la façon d'obtenir ce résultat qui compte. S'il y avait une méthode pour chaque problème, ou une méthode différente pour chaque problème, ce ne serait pas plus intéressant, ça n'aurait pas de sens. Il existe une série de principes généraux, et si vous comprenez ces formules de base, alors vous avez tout compris à l'algèbre. En quoi l'algèbre a-t-elle été vraiment importante dans l'évolution du monde? Elle a permis de résoudre toutes sortes de problèmes à travers les âges. Soit m, la masse d'un boulet de canon, et d, la distance qu'elle doit parcourir. Vous pouvez utiliser l'algèbre pour calculer le meilleur angle pour pointer le canon. Ces connaissances pouvaient permettre de gagner une guerre. Soit c, la vitesse de la lumière, et m, la variation de la masse d'un noyau d'atomes. Calculez ensuite l'énergie dégagée à l'aide de la formule algébrique suivante. E égale mc au carré. La maîtrise de cette formule confère un véritable pouvoir. C'était une administration lourde et élaborée. Ils avaient à l'évidence ce besoin de se savoir pour gouverner. Pour pouvoir fixer les impôts, il fallait bien connaître les mathématiques. Construire des édifices monumentaux requiert aussi des connaissances en architecture et en mathématiques, si vous voulez que les bâtiments que vous construisez soient sûrs. Ils avaient besoin de la médecine pour garder les élites en bonne santé. Dans tous ces domaines, le savoir mondial a été traduit en arabe.
Pensez à l'étendue de ce territoire. Cet empire était plus vaste que n'importe quel autre empire ou civilisation connue jusqu'alors. Prenez l'Empire romain par exemple et superposez-le à l'Empire islamique médiéval. Vous verrez qu'il couvre à peine un tiers, allez, la moitié de sa surface. De la deuxième décennie du IXe siècle, Al-Mamoun commande une nouvelle carte du monde. Et ses scientifiques accomplissent un travail plutôt impressionnant. Si on la compare aux autres cartes qui existaient alors, les progrès sont significatifs. On voit bien ici la Méditerranée, avec la bonne forme, et aussi sa liaison avec la mer Noire, le Moyen-Orient et même toute l'Asie jusqu'à la Chine et au Japon. Il y a même l'océan Indien et la côte orientale de l'Afrique. Tout ça est assez impressionnant étant donné ce qu'on connaissait du monde à l'époque. Évidemment, ce qui intéresse Al-Mamoun au premier chef, c'est quelle proportion de la Terre il possède. Et cette question en amène une autre. Quelle est la taille de la Terre? C'est le signe d'une ambition remarquable que savants et artisans se soient associés comme ils l'ont fait pour élaborer ensemble une nouvelle carte du monde. D'où tenait-il cette ambition, cette assurance? En partie de leur foi religieuse. Pour eux, le monde avait été créé par quelqu'un d'un peu comme nous, mais d'une intelligence bien supérieure. Alors ils se disaient qu'en regroupant leurs forces, ils auraient peut-être l'intelligence nécessaire pour appréhender au moins en partie ce qu'il avait créé. C'était une motivation très claire, tant dans le monde islamique que dans le monde chrétien. On va essayer de faire pareil. Si tu pouvais le soulever et le tenir en l'air, je vais me positionner sur l'horizon. Un demi-degré, c'est aussi la valeur obtenue par Al-Biruni. Là où Al-Biruni s'est montré vraiment ingénieux, c'est qu'il avait calculé 4 inconnus. 3 angles et une distance. Avec 2 angles et la distance, il a calculé la hauteur de la montagne. Al-Biruni a maintenant toutes les informations dont il a besoin. En substance, il imagine un immense triangle rectangle dont les 3 points sont le sommet de la montagne, l'horizon et le centre de la Terre. La trigonométrie lui dit que l'angle qu'il a mesuré et la hauteur de la montagne peuvent lui permettre de calculer le rayon de la Terre. C'est l'algèbre qui lui permet de faire ce calcul. Avec cette formule, Al-Biruni obtient une circonférence de la Terre erronée de seulement 321 km, alors que le chiffre exact est quand même de 40 225 km, soit une erreur de moins de 1%. Une performance remarquable pour quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans. Les sciences, l'astronomie en est un formidable exemple, ou encore la chimie, dépendent totalement de l'évolution des traditions artisanales, de la fabrication de nouveaux instruments, du travail du métal, de l'élaboration de nouveaux médicaments, des plantes, et de l'approfondissement des connaissances scientifiques, d'une analyse littéraire et mathématique qui devient plus élaborée. Le monde islamique médiéval réunissait tous ces facteurs. Vers on gardait quelque chose de l'intensité des bazars médiévaux. À l'heure d'Internet et du téléphone mobile, on y trouve encore un formidable exemple de mode de communication des marchands de cette époque. Voici un pigeon voyageur. Il est né ici et où que vous l'envoyiez en Égypte, il reviendra toujours ici auprès de cet homme. Une histoire raconte qu'un riche marchand du Caire, appelé El-Nor, était désireux de faire pousser des cerisiers. Il a envoyé un message via un pigeon voyageur à l'un de ses contacts à Damas, lui demandant des graines, qui a renvoyé 500 pigeons transportant chacun un sachet de graines. L'opération a pris 3 jours. La livraison express de l'époque. La fabrication du savon est un très bon exemple des expériences de chimie réalisées à cette époque. Cette chose, un savon solide avec lequel vous pouvez vous laver, était quasiment inconnu dans le nord de l'Europe jusqu'au XIIIe siècle.
époque où il a commencé à être importé de l'Espagne musulmane et d'Afrique du Nord. La fabrication du savon était alors déjà quasiment industrielle dans le monde musulman. La seule ville de Fès comptait quelques 27 fabricants de savon. Des villes comme Naplouse, Damas et bien sûr Alep ont acquis une renommée internationale pour la qualité de leur savon. Un document du... Depuis l'Antiquité, les hommes essaient de classifier le monde. Les Grecs, par exemple, pensaient qu'il n'y avait que 4 éléments terrestres. L'air, la terre, le feu et l'eau. Mais il s'agissait d'une idée philosophique sans véritable fondement concret. C'est la grande différence avec les chimistes de l'islam médiéval. Car eux se fondent sur des expériences pour classifier ce qui compose le monde. Le médecin et chimiste musulman Ibn Zakaria al-Razi est né dans la ville de Ray, à la périphérie de Téhéran, en 865. Il apporte une pierre importante à l'édifice. La classification d'al-Razi diffère beaucoup de celle des Grecs. Selon lui, les minéraux, ces matières brutes enfouies dans le sol, devraient être classés en 6 groupes, en fonction des propriétés chimiques mises en évidence par l'observation. Ce qui est le principe même de notre tableau périodique moderne. J'ai apporté des matières qu'on retrouve dans son schéma de classification. Ici, ce qu'il appelle les spiritueux, les corps métalliques, les pierres, ensuite les vitrioles, les sels et enfin les borax. Chacun des éléments classés selon al-Razi réagissent différemment. Les spiritueux, par exemple, sont inflammables. Les corps métalliques sont brillants et malléables. Les sels se dissolvent dans l'eau. Alors bien sûr, nous n'avons pas gardé cette classification, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'al-Razi est le premier à regrouper des substances sur la base d'expériences et non de théories philosophiques. Il s'est écoulé plus de 1000 ans depuis les travaux d'al-Razi. Quelle dette la chimie moderne a-t-elle envers lui par rapport à sa classification? Je dirais qu'avec al-Razi est apparue la première classification. Il a été un précurseur de toutes ces expérimentations. Les scientifiques après lui se sont appuyés sur ce premier système pour travailler de façon rationnelle. Donc on pourrait presque dire qu'il est à l'origine de la naissance officielle de la chimie, et donc de notre tableau périodique moderne. Aristote disait que lorsque nous voyons, disons, un arbre, son essence ou sa forme émane de lui et pénètre mystérieusement dans nos yeux. Si je regarde par exemple les bâtiments et les arbres sur l'autre rive du Nil, les formes que mes yeux reçoivent sont des abstractions des objets concrets que sont ces bâtiments et ces arbres. D'après le docteur El-Bizri, Ibn al-Haytham aurait trouvé cette idée particulièrement insatisfaisante. Il veut une explication mathématique. Et en cherchant dans les écrits grecs anciens, il en aurait trouvé une, aussi obscure et bizarre soit-elle. Cette idée, c'est que nous voyons parce que des rayons de lumière émanent de l'œil. Ce que ça signifie, c'est que la vision se produit au moyen d'une émission de lumière par l'œil qui prend la forme d'une pyramide ou d'un cône. Ce faisceau conique illumine ce que nous sommes en train de regarder. Il est défini par des lignes géométriques bien droites. Apparemment, Ibn al-Haytham aurait aimé cette approche mathématique mais lui aurait immédiatement vu des lacunes. Si nous voyons parce que de la lumière émane de l'œil, pourquoi est-il douloureux de regarder un objet vivement éclairé comme le soleil et pas quelque chose de faiblement éclairé? Ou encore, si nos yeux émettent vraiment de la lumière, cette lumière est-elle capable d'éclairer des objets distants dans le noir? Dans un moment d'inspiration, Ibn al-Haytham combine les deux théories grecques et définit notre conception moderne de la lumière et de la vision. Il énonce que la lumière voyage bien en ligne droite, qui obéissent à des lois géométriques. Mais ces rayons ne proviennent pas de l'œil, ils pénètrent dedans.
C'est le développement d'une théorie totalement nouvelle. Et sur un plan méthodologique, c'est le début de la mathématisation de la physique. Pour sa première expérience, Ibn al-Haytham a voulu tester l'idée qui veut que la lumière voyage en ligne droite. Pour ce faire, il a pris un tube rectiligne sur lequel il a tracé une ligne droite et une règle sur laquelle il a fait la même chose. En plaçant les deux lignes tracées face à face, il pouvait être sûr que son tube était bien droit. Il s'en est servi pour regarder un objet à travers. Ici, une bougie. Sachant qu'il voyait bien l'objet, c'était la preuve que la lumière voyageait bien en ligne droite. Mais pour en être tout à fait sûr, il a ensuite obturé l'extrémité du tube et a de nouveau essayé de voir la bougie à travers le tube, cette fois sans succès évidemment. Ce qui lui a confirmé que la lumière ne contournait pas le tube pour arriver jusqu'à son œil. Preuve que la lumière voyage uniquement en ligne droite. Ça nous paraît évident aujourd'hui, mais il faut bien voir qu'Ibn al-Haytham est vraiment parti des postulats de base. Ensuite, en faisant d'autres expériences, il transpose cette idée que la lumière voyage en ligne droite à d'autres phénomènes. Il explicite le fonctionnement des miroirs en énonçant que l'angle d'incidence du rayon est le même que son angle de réflexion. Il explique ce que nous appelons aujourd'hui la réfraction, la raison qui fait que les objets nous paraissent ondulés lorsqu'ils trempent dans un verre d'eau. Il énonce que les rayons de lumière dévient lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre. Puis, il s'attelle à la vision. Ibn al-Haytham a voulu comprendre comment un objet produit une image sur la rétine de l'œil. Ce qu'il a fait, c'est reproduire l'œil, soit une boîte noire avec un petit trou dedans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une chambre noire. Il a ensuite pris un sujet, le nôtre sera Anna, qui est éclairée par une lumière vive. Et nous allons maintenant aller à l'intérieur de la boîte pour voir quelle image on en a. Je suis maintenant dans la chambre noire. Mes yeux ont eu le temps de s'habituer à l'obscurité. Je vais ouvrir le trou. On voit clairement l'image d'Anna qui fait coucou sur l'écran. Mais l'image est inversée. Comme la lumière voyage en ligne droite, la lumière sur sa tête se propage en diagonale et vient frapper le bas de l'écran. Et la lumière sur ses pieds voyage en diagonale pour venir frapper le haut de l'écran. Plus important encore, al-Haytham a ainsi eu la preuve que chaque point de l'objet, en l'occurrence Anna, était répercuté sur l'image que l'on voit à l'écran. Ce qui m'impressionne le plus chez al-Haytham, c'est qu'une fois acquises ces théories mathématiques, il les utilise pour enrichir notre connaissance du monde. Ces nouvelles théories sur la lumière lui permettent par exemple de déduire que l'épaisseur de l'atmosphère terrestre n'est pas infinie. Et il se livre même à une estimation de cette épaisseur en calculant la durée d'un crépuscule. Il suppose à juste titre que la raison pour laquelle il continue d'y avoir de la lumière, une fois le soleil descendu sous l'horizon, c'est que ces rayons dévient lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère terrestre. La durée du crépuscule est une estimation hypothétique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de réfraction de l'air, donnant ensuite à Ibn al-Haytham un moyen d'estimer l'épaisseur de l'atmosphère terrestre. Il obtient au final le chiffre de 40 km, soit la moitié de la valeur que nous connaissons. Plutôt impressionnant. Cela montre à quel point les mathématiques ont étendu la capacité de la science à expliquer le monde. Voyons ce qu'on a ici. C'est la deuxième édition du Revolutionibus. Voici Die Revolutionibus Orbium Celestium, un ouvrage publié en 1543 de l'astronome polonais Nicolas Copernic. Ce livre est d'une importance majeure. Pour la première fois depuis l'époque de la Grèce antique, Copernic développe l'idée que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Pourtant, tout le monde avait une vision bien différente des choses depuis des milliers d'années. À l'époque, on pensait que la Terre était immobile et que les étoiles, le Soleil et les autres planètes tournaient autour d'elle. Et là, on voit tout son système solaire.
Ah, et voilà, Sol, le soleil. Ce dessin est très célèbre. Là, on voit la Terre, Terra, Avec la Lune. avec la Lune qui tourne autour. Ce livre est une œuvre majeure. Pour bon nombre d'historiens, il a marqué le début d'une véritable révolution scientifique en Europe. Il représente une première étape cruciale dans l'évolution qui a mené à la physique moderne. Je suis tout à fait d'accord. Toutefois, je trouve un peu étrange qu'aujourd'hui, personne ne parle des travaux dont Copernic s'est inspiré pour écrire cet ouvrage. Comme si toutes ces idées sortaient de nulle part. Pour moi, c'est donc comme une révélation, lorsqu'il indique de façon explicite qu'il s'est très largement basé sur les données d'observation d'un astronome musulman du IXe siècle, un savant originaire de Damas nommé Al-Battani. Comme tous les grands scientifiques de l'islam médiéval, Al-Battani appartenait à une culture interdisant l'art figuratif. Seuls quelques portraits postérieurs à son époque permettent d'avoir une idée de ce à quoi il ressemblait. Ici, il mentionne Hipparque, Calype, Ptolémée et bien d'autres. Et il fait aussi allusion à quelqu'un qu'il appelle Macometti Aracensis, autrement dit Al-Battani. D'accord. Et dans le deuxième livre? Dans le deuxième livre, on peut regarder le début qui est en latin. En fait, Copernic s'est très largement inspiré des observations d'Al-Battani sur la position des planètes, du Soleil, de la Lune et des étoiles. C'est grâce à des traductions latines comme celle-ci qu'il a pu exploiter les données de l'astronome syrien. Kitab al-Zij al-Sabi. Ce sont les Zij de Battani, ces tables des positions planétaires. Il y a l'arabe. Oui, l'arabe. L'arabe d'un côté. Et le latin de l'autre. Très pratique. De toute évidence, il s'est servi des données d'observation d'Al-Battani. Al-Tazkira fil ilmil el-Aya d'Et-Toussi, avec une autre édition du Revolutionibus de Copernic. Dedans se trouve le schéma du couple d'Et-Toussi, et on retrouve presque exactement le même dans le livre de Copernic, à tel point que ce sont les mêmes lettres qui marquent les points sur les cercles. Sur la figure d'Et-Toussi, on trouve le alif arabe qui correspond au A. Il y a un ba qui correspond au B, un jim ici qui correspond à notre J, et au centre un dal, c'est-à-dire D. Ce sont des similitudes très frappantes. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais cette preuve semble tout de même irréfutable. Pour ma part, je suis intimement persuadé que Copernic s'est effectivement inspiré des travaux d'Et-Toussi et des autres astronomes musulmans. Regardez, exactement comme il est décrit dans le livre. Il était caché par le pilier. Pas étonnant qu'il ne sache pas où il était. Il est recouvert de fientes d'oiseaux. C'est plein de fientes. Oui, Tenez, super, merci. essayez avec ça. Donc on a 3 cadrans solaires. Le grand, c'est le principal, et il y a le cadran nord et le cadran sud. Il y a une ligne ici pour la Salat Ezour, la prière de la mi-journée. Et il y en a une autre pour la prière de l'après-midi. Ibn al-Shatir a calculé la position de ces lignes de façon à ce que le cadran indique l'heure exacte tout au long de l'année, même lorsque la durée des journées changeait. De cette façon, ils avaient un chronomètre. C'est très important. Donc il s'asseyait ici, il regardait l'ombre. Et quand c'était l'heure de la prière, il le signalait au muezzin pour qu'il commence son appel à la prière. Ibn al-Haytham. Né en 965 de notre ère, il est originaire de Basra, en Irak. C'est l'un des premiers à avancer que les idées scientifiques ne peuvent être considérées comme vraies que lorsqu'elles reflètent la réalité et se vérifient d'un point de vue mathématique. Et lorsqu'il essaye d'appliquer ce rigoureux principe à l'astronomie de la Grèce antique, il comprend immédiatement qu'elle repose en réalité sur une contradiction fondamentale. D'un côté, la cosmologie grecque prétend que tous les corps célestes tournent autour du Soleil.
Et de l'autre, Ptolémée prétend dans son Almageste que si l'on veut prévoir de façon mathématique les mouvements du Soleil et des étoiles, il faut d'abord considérer qu'ils tournent autour d'un point arbitraire, le fameux écoin. Ces deux affirmations se contredisent. Les astres ne peuvent pas être à la fois en rotation autour de la Terre et autour d'un point excentré. Pour Ibn al-Haytham, tout ceci n'avait strictement aucun sens. Au début du XIe siècle, il écrit un ouvrage intitulé Al-Shukuk al-Batlamius, doute concernant Ptolémée. Dans ce manuscrit, il dissimule difficilement sa frustration et écrit « Le système de Ptolémée ne peut pas exister ». Ibn al-Haytham se dit « Tout ça est d'une totale absurdité. On ne peut pas accepter une telle théorie. » Et il va plus loin en disant « Il ne s'agit pas d'une erreur. Ptolémée savait très bien que c'était une absurdité. » Et il souligne les points qui avaient embarrassé Ptolémée lorsqu'il a construit sa théorie. Pour lui, il y a un problème fondamental dans ce raisonnement. Les Grecs savaient, Ptolémée savait qu'il partait dans une mauvaise direction. Mais pour autant, Ibn al-Haytham n'avait rien d'autre à proposer. Et il laisse entendre par là, aux autres maintenant de proposer mieux, aux autres de résoudre ce problème. Et pour moi, c'est ce qui a orienté les recherches de tous les astronomes qui allaient lui succéder. Pour mener à bien un tel projet, il fallait être convaincu, il fallait être totalement convaincu qu'il était possible de définir des modèles mathématiques très précis sur le mouvement des planètes et des étoiles qui correspondent vraiment à ce qui se passe dans le ciel. Ce qu'ont fait les savants et les astronomes comme At-Tusi, c'est qu'ils sont parvenus à modéliser de façon cohérente l'astronomie d'un point de vue mathématique, et ce avec une exactitude sans précédent. Grâce à des instruments beaucoup plus précis que ce qui avait été construit jusque-là, pour prévoir à plus long terme le mouvement des planètes et des étoiles, ce que personne n'avait jamais réussi à faire jusqu'ici. C'est pourquoi quand on parle de Maraga ou Alamut, on peut à mon sens dire qu'il y a eu un véritable bond en avant en ce qui concerne le niveau et l'efficacité de l'astronomie mathématique. Versé avec l'Orient, l'unité de mesure, le poids des marchandises que l'on pouvait charger sur un dromadaire était le caricot. On utilisait exactement la même unité de mesure qu'en Orient, sauf que là-bas, on appelait ça le youk. Ce n'est pas une coïncidence Non, pas du tout. qu'ils aient importé cette unité. De mesure, tout à fait. Ces liens commerciaux avec l'Orient allaient favoriser l'arrivée des livres arabes. Le célèbre ouvrage sur l'algèbre datant du IXe siècle d'Al-Khwarizmi sera traduit en latin au XIIe siècle. C'est également au cours de ce même siècle que les tables astronomiques font leur apparition. Le célèbre canon de la médecine d'Avicenne sera pour la première fois publié en Occident au XVe siècle. Découvert la première impression du livre saint des musulmans, le Coran. C'est la première fois qu'elle a l'occasion de revoir cet ouvrage depuis qu'elle l'a découvert il y a 20 ans. Je suis très surpris que le premier exemplaire du Coran à avoir été imprimé l'ait été à Venise et non dans un pays de l'empire arabo-musulman. Dès la première lecture, je m'aperçois immédiatement qu'il a été imprimé par des gens ne maîtrisant pas complètement l'arabe. Ce qui me frappe, c'est que c'est écrit d'une façon... Je trouve que ça ressemble presque à une écriture d'enfant. Une écriture maladroite. Oui, c'est vrai. C'était la première fois qu'on essayait de reproduire l'écriture manuscrite avec des caractères mobiles. Et comme vous le savez, la langue arabe comporte de nombreuses formes de lettres différentes, puisque la forme de chaque lettre change en fonction de sa position dans le mot, mais aussi des autres lettres. Oui, évidemment. Par exemple, le mot zalika, qui signifie 7, eh bien là, le tiret devrait être sous le L, au lieu d'être au-dessus. Donc ils ont fait une faute. Au lieu d'écrire zalika, ils ont écrit zalaka.
L'arabe n'était probablement pas la langue maternelle des gens qui l'ont imprimé. C'est sans doute pour cette raison qu'on trouve des erreurs dans le texte qui, bien sûr, sont considérées comme un péché. Évidemment, puisque pour les musulmans, le Coran est écrit dans la langue de Dieu, et donc on ne peut changer son texte. Si on le fait, c'est un péché. À votre avis, comment cela a-t-il été perçu quand cet ouvrage a été publié? On suppose, et je pense que c'est vrai, que ça a été un énorme échec du point de vue commercial. D'autant plus que les musulmans ont refusé l'imprimerie pendant des siècles. Il y a donc de fortes chances que tous les autres exemplaires de ce livre aient été détruits. C'est le seul exemplaire dont on dispose. C'est probablement le seul et l'unique exemplaire de ce Coran qu'il reste en Occident. Scientifique, principe mathématique de philosophie naturelle d'Isaac Newton, qui explique le mouvement des astres, n'a pas été publié à Bagdad, mais à Londres. Pour réaliser ces travaux, il lui fallait des données extrêmement précises qui avaient été récoltées dans le monde entier. Il lui fallait une sorte d'inventaire mondial de données d'observation et de relevés. Il lui fallait la hauteur des marées, la position des comètes et des planètes, le rythme du balancier des pendules. Bref, c'était un projet à l'échelle mondiale, un travail absolument pharaonique. Et bien entendu, bon nombre de ces observations, de ces modèles mathématiques, avaient été développés au départ par les astronomes musulmans d'Égypte, du Proche-Orient et d'Asie centrale. Je me trouve à l'Institut Royan de Téhéran, un institut qui mène des recherches sur les cellules souches, mais aussi sur les traitements contre l'infertilité et le clonage. Je suis très étonné que dans un État islamique comme l'Iran, des recherches dans des domaines aussi controversés que les modifications génétiques ou le clonage soient tolérées, et même financées par le gouvernement. On utilise ces cellules lorsqu'une partie du cœur ne fonctionne plus, ce qui peut mener à une insuffisance cardiaque. Dans ce cas-là, on va alors remplacer les cellules de la partie déficiente du cœur par les cellules que l'on a clonées. On utilise également le clonage pour créer des animaux, dont le lait pourra par exemple avoir des vertus thérapeutiques, de façon à ce que le malade puisse se soigner en buvant le lait de cet animal. Étant donné la levée de boucliers provoquée par le génie génétique au sein de la communauté chrétienne, j'ai été très étonné de constater qu'ici, à Téhéran, l'Institut dispose d'un imam pour conseiller et guider les scientifiques dans leurs recherches. Et ici, à l'Institut Royan, nous avons un comité d'éthique médicale et chaque projet de programme de recherche est au préalable examiné par ce comité. Nous étudions les différents aspects des projets touchant au génie génétique ou à la culture de cellules souches pour pouvoir déterminer si ces recherches sont justifiées ou non et si elles sont acceptables d'un point de vue éthique.